Bonjour Mathieu, merci de participer à cette rencontre virtuelle-là aujourd'hui. Donc, je me présente, Merci à toi, Fanny. merci, je suis Fanny, je fais partie du groupe Projet Lumière, un projet qu'on a mis sur place pour donner un soutien aux collègues du monde du spectacle qui ont perdu leur travail au printemps et qui ont besoin d'outils pour les aider et les outiller dans cette recherche d'emploi-là. Et donc, Mathieu, on se parle aujourd'hui dans ce contexte-là. Peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Oui, bien sûr, j'étais recruteur. J'ai lancé un site qui s'appelle L'œil du recruteur pour donner, livrer les coulisses du monde du recrutement. Et ça fait maintenant 7 ans que je suis à mon compte dans le domaine de l'employabilité. Donc, on fait des CV à la tonne, des profils LinkedIn à la tonne aussi, et du coaching de carrière. Super. Donc, nous, on se parle aujourd'hui pour que tu nous donnes des trucs parce que mes anciens collègues et moi-même, on se retrouve à chercher un emploi en ce moment. Certains ont de l'expérience, certains n'ont même aucune expérience à chercher un emploi. C'est la première fois qu'ils se retrouvent dans ce monde-là après tant d'années à travailler dans le milieu du spectacle. Ouais. Donc, toi, tu es avec l'œil du recruteur, ton site a été vu plus de 3 millions de fois, tu donnes des conseils depuis plus d'une dizaine d'années. Fait que j'aimerais ça qu'on aborde 3 sujets ensemble, puis que tu nous donnes des trucs. Donc, on se lance le CV, c'est la base. Qu'est-ce que tu dirais qui sont les 5 meilleures pratiques ou les 5 meilleurs trucs à mettre de l'avant sur un CV? OK. Pour que ce soit attrayant, si on débute avec la Ouais. portion plus design, là, on est en 2020, fait un petit peu de couleur. Pas obligé d'être un arbre de Noël, mais les CV de nos jours sont plus trop en noir et blanc. Même qu'il faut user un petit peu la couleur. Donc, premier conseil design. Deuxième conseil design qui est, en passant, aussi important que le contenu. Si le design n'est pas intéressant, le contenu ne sera pas lu. Donc, c'est d'espacer, que ce soit les marges, les interlignes, entre les sections. Donc, c'est bien important d'avoir des espaces blancs assez grands pour que le contenu soit digéré. Il faut que Donc, ça respire finalement, il faut qu'on ait envie de le lire. Oui, c'est souvent raté malheureusement. On veut rajouter de l'information de plus. On enlève de l'espace pour que ça rentre. Puis là, on vient d'affecter la lisibilité grandement. Donc, c'est hyper important. Autre conseil design, y aller avec 6 à 8 bullets par section, des points, quand je parle de bullets, pour que ce soit lisible également. Les CV sont de plus en plus consommés sur un écran, donc écran de cellulaire aussi. C'est bien important de voir le début et la fin de la section, donc on se limite à 6 ou 8 bullets pour rentrer dans l'écran, si je peux dire ça comme ça. Autre conseil design, on peut mettre des logos, des utilisations d'avantages. Si on a eu une promotion, des promotions, on met le logo à plusieurs reprises. Donc, c'est un gage de qualité. C'est comme une préqualification. Si tu as été réembauché ou si tu as eu des promotions, mais c'est quelque chose de très bien perçu, d'où l'intérêt de le rendre encore plus visible sur son CV. Si tu as des logos qui sont de la même couleur que ton CV, par exemple, si ton CV est bleu, ben, tu peux. Puis tous les logos de tes employeurs jouent dans du bleu, turquoise, vert, ben, ça va juste être plus esthétique, encore plus. Autre conseil design, d'envoyer le CV en PDF, bien important, parce que le recruteur de son côté va voir la même chose que toi, tu vois sur ton écran. Donc, si tu l'envoies à Microsoft Word, il y a plusieurs versions de Microsoft Word d'un ordinateur à l'autre, le design va se déplacer. Donc, si on l'envoie en PDF, on s'assure que ce qu'on voit de notre côté va être la même chose qui est vu du On côté évite les de surprises. l'employeur. Ouais. On évite les surprises. Super. Puis si on y allait avec des pièges classiques que tu vois qui seraient à éviter? Oui. Parlons du contenu un petit peu plus. Donc, le premier, ben, c'est un petit peu en lien avec le point d'espacement où la majorité des chercheurs d'emploi vont mettre un surplus d'informations sur le CV qui prend différentes formes, mais la forme la plus courante, c'est de rajouter des points, des points supplémentaires. Ça rejoint aussi le point des 6 à 8 bullets par section. Là, on pensait, j'ai oublié de dire ça. Il y a beaucoup de au cas où, au cas où que ça intéresse l'employeur. Fait que là, tu rajoutes un point, puis là, tu te ramasses avec des sections qui sont trop longues, difficiles à lire. Les employeurs passent dans le CV super rapidement, donc du moins pour la première lecture, qui n'est pas une lecture en profondeur. Donc, il faut vraiment éviter le surplus d'informations.
ce qui m'amène au point numéro 3, c'est une erreur classique de n'avoir qu'un seul CV. Bien sûr, on peut commencer avec un seul, mais éventuellement, ça peut être une bonne chose de se munir de plusieurs versions de son CV. Et chacune de ces versions-là va avoir des lignes éditoriales différentes. L'exemple le plus classique, c'est un CV en gestion, puis un CV qui est pas en gestion, plus technique peut-être. Donc, déjà là, on a 2 lignes éditoriales qui sont super différentes. Un CV qui est pour le milieu des services sociaux, services communautaires, un autre CV qui serait pour une autre industrie, ingénierie, par exemple. Fait que ça va être deux c'est de prendre notre lignes éditoriales différentes. Oui, la mettre de l'avant de façon différente selon le poste qu'on vise, finalement. C'est un bon point. L'expérience, ça peut être dans l'expérience de choisir l'ordre des réalisations, celle qu'on veut voir apparaître en premier, mais aussi la pondération, si je peux dire, fait que le nombre de points accordés à chaque élément, à chaque type d'expertise, si on veut. Donc, une qui est vraiment majeure, c'est de laisser le lecteur déduire des résultats. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de ne pas venir aux conclusions soi-même sur soit les résultats potentiels ou les résultats passés qui ont été atteints. Donc, un exemple assez classique, ça peut être de se limiter aux tâches. Donc, par exemple, j'ai produit des rapports, Excel, etc., etc. Donc, on laisse le recruteur s'imaginer ça va être quoi le résultat de cette action-là. Bien, là, on peut faire un travail de déduction pour dire bien, qu'est-ce que ça amène comme résultat. Ça pourrait être de permettre aux gestionnaires de prendre des meilleures décisions, par exemple. Autre erreur classique, puis ça, on le voit dans la majorité des CV, c'est les listes de compétences transversales. En anglais, c'est ce qu'on appelle les soft skills, puis c'est des mots assez galvaudés, donc bon esprit d'équipe, bon communicateur, dévoué, sens de l'initiative. Fait que ça, c'est malheureusement, ils ont été repris dans tellement de CV que ça ne parle plus du tout. Donc, on essaie d'intégrer ces soft skills-là dans des phrases complètes. Ça peut être dans les réalisations, dans les compétences. Avec, ça peut prendre la forme d'un adjectif ou d'un adverbe. L'exemple minutieux, par exemple, où on peut ajouter minutieusement ou avec minutie ou avec de façon minutieuse, fait que tu rajoutes ce soft skills-là à ta phrase. C'est la bonne façon d'intégrer des soft skills. Au lieu d'avoir une longue liste. Là. Si je pouvais rajouter une autre erreur auquel je pense là, présentement, c'est de ne pas avoir de témoignages, parce que c'est une belle façon de se démarquer. Donc, on peut prendre un extrait d'une recommandation LinkedIn, prendre un extrait d'une évaluation de rendement qu'on a eu dans le passé, en extraire quelques mots de son ancien superviseur, les intégrations de CV. Puis là, tu as quelque chose de très, 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 avec beaucoup d'impact qui va être super intéressant pour le lecteur. Fait que ça, c'est une erreur parce qu'on le voit pas dans la majorité des CV, puis ça a une belle valeur ajoutée. J'ai terminé pour, c'est bon. pour les erreurs du CV. C'est bon. Merci. Donc, comme je disais, on envoie notre CV, on croise nos doigts, puis on est convoqué en entrevue. Donc, ça, c'est super. Comment on se prépare à une entrevue? C'est quoi tes trucs? OK. La première, c'est de se préparer des exemples. Je dis souvent qu'à la fin d'une affirmation en entrevue, ça devrait toujours terminer par exemple. C'est pour ça avec un exemple qui permet de démontrer l'acquisition d'une compétence. Les exemples de bons coups sont habituellement faciles à trouver. Celles qui sont plus difficiles, c'est des exemples de moins bons coups pour répondre à des questions plus difficiles, comme parler d'une décision difficile que vous ayez eu à prendre dans le passé ou un moment stressant, affolant que vous avez eu qui a été le plus stressant dans votre carrière, par exemple, ou la fameuse question des défauts, c'est un bon exemple. Donc là, il faut se préparer des exemples qui ne nous mettent pas nécessairement en valeur, mais qui en même temps nous ont permis d'apprendre. Trouver l'entre-deux. Ouais, j'ai déjà eu, peux-tu me donner une situation d'un projet qui s'est soldé en échec? C'est d'expliquer que oui, effectivement, ça n'a pas été le résultat escompté, mais comment toi, tu as pu contribuer quand même à ce projet-là. Oui, il y a souvent une ou deux questions comme ça dans la tradition, puis celui des échecs qui vient assez souvent. De l'importance de se préparer parce que la question de l'exemple, elle va revenir de toute façon. Les exemples, c'est hyper important.
c'est comme l'entrevue, c'est comme une série d'anecdotes où on vient livrer une série d'exemples. C'est la C'est de se mettre préparation. ces exemples-là en tête avant l'entrevue pour qu'il soit plus facile de se les remémorer quand on se fait poser des questions. En plein ça, puis pratiquer sa livraison. Super. Autre chose pour se préparer, c'est préparer son elevator pitch. Elevator pitch, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu sa valeur distinctive. C'est comment est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est différent. Donc, être capable de livrer ça de façon très courte, environ 30 secondes. Ça prend forme à la première question ou souvent soit la première ou la deuxième qui est par les nouveaux. Donc, ils s'attendent à une réponse assez courte. Souvent, c'est là qu'on insère notre fameux elevator pitch qui est, ça s'appelle elevator pitch parce que c'est 30 secondes le temps de passer du premier étage du rez-de-chaussée. Oui, l'exemple, tu prends l'ascenseur avec le président de ta compagnie, puis vous montez, vous avez 30 secondes ensemble. Qu'est-ce que tu lui dis pendant ces 30 secondes-là pour te mettre en valeur? C'est ça, l'elevator pitch. Ça prend forme, des fois, à la dernière question de l'entrevue qui est pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir plutôt qu'un autre candidat tout aussi qualifié. Encore là, on veut pas une liste de compétences. C'est l'erreur classique où les gens vont partir sur une liste de j'ai telle compétence, telle compétence, telle compétence. Puis il faut souvent se limiter à une, maximum à deux. Bref, à sa valeur distinctive, là, ce qui fait en sorte qu'on est différent des autres. Ça prend un bon travail de réflexion en amont. Pour se préparer à l'entrevue, il faut étudier la compagnie. Je pense qu'il n'y a pas de temps là-dessus. Un classique. Il faut le faire, on n'a pas le choix. C'est un classique. Il faut se préparer une réponse souvent de motivation aussi qui prend la forme de pourquoi est-ce que tu veux quitter ton employeur actuel pour venir travailler chez nous ou tout simplement pourquoi nous, pourquoi est-ce que tu as postulé chez nous. Elle revient à chaque entrevue également, il faut se préparer. Puis il faut souvent aussi se trouver un narratif pour ses raisons de départ de son emploi actuel, de son dernier emploi ou des emplois précédents. Parfois, ils vont passer dans absolument tous les emplois pour aller creuser sur les raisons de départ. Puis ça peut arriver aussitôt qu'en entretien téléphonique. Donc, il faut être prêt. C'est presque sûr que ça va être demandé. C'est bon. Qu'est-ce que tu dirais que les candidats qui arrivent en entrevue, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se mettre davantage en valeur, pour se vendre? Parce qu'on n'est pas toujours habitué d'être dans une situation où on doit se vendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre davantage à l'avant-plan? OK. Ça, c'est une question super pertinente. On se vend, on pense souvent que c'est vanter ses réalisations, vanter ses caractéristiques, ses compétences. Sauf qu'on n'est pas nécessairement obligé de se vanter pour se vendre, en fait. Donc, on peut soit projeter des résultats exactement comme on fait dans le CV. C'est juste que le travail de vente, lui, il voit cette fois-là, mais laisser présager des résultats potentiels. Donc, plutôt que de juste dire j'ai fait ça, ou j'ai telle compétence et telle autre compétence, bien dire cela peut apporter tel résultat pour vous. Donc, essayez d'imaginer comment nos compétences peuvent se refléter chez l'employeur potentiel. Mais encore pour se vendre encore plus aisément, on peut utiliser l'émotion à notre avantage, c'est-à-dire susciter des émotions chez notre interlocuteur par du storytelling. Donc, on en revient aux exemples, par l'humour, par exemple, par la démonstration. Donc, quand tu vas dans un concessionnaire automobile, ils vont te faire essayer le véhicule avant même de te parler des caractéristiques du véhicule. Bien, pour se vendre, c'est un petit peu le même principe. On va vouloir démontrer ce qu'on est capable de faire. Ça peut être en parlant de ses intérêts communs avec l'employeur potentiel. Souvent, ce n'est pas nous qui va l'initier. Ça va peut-être être juste grâce à une section intérêt dans le CV ou du small talk dans l'ascenseur. Puis là, tu apprends déjà à connaître ton intervieweur de cette façon-là, mais c'est une belle façon de se vendre sur l'émotion. Ça pourrait être traduit aussi par juste bâtir une relation avec les gens que tu rencontres finalement. Fait que plutôt que juste d'être dans un cadre de questions-réponses, essayer d'intégrer de la discussion à tout ça. C'est pas juste le travail de l'intervieweur de passer en mode discussion, c'est aussi le travail de celui qui est interviewé de tenter la discussion le plus possible en posant des questions aussi. Parfois à la toute fin, quand ils demandent si vous avez des questions, mais ça peut être aussi au courant de l'entretien. Donc, en posant des questions pertinentes, on suscite des émotions chez le recruteur. Bon exemple, ça pourrait être, par
exemple, le prédécesseur de ce poste-là, qu'est-ce qu'il faisait de bien que vous aimeriez revoir tu sais, c'est une question qu'ils ne sont pas habitués d'entendre. Là, ils vont faire comme wow, OK, fait que là, dans le fond, tu fais un effet wow qui va vraiment les surprendre, puis ça va leur laisser ça va être une belle finale. Donc, les questions vont permettre d'entrer en mode discussion aussi, puis de se vendre encore mieux. Super. Notre dernier sujet, les médias sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans le recrutement. Puis si on parle particulièrement de LinkedIn, qui est cette plateforme pour les professionnels de réseautage, mais de réseautage aussi lié à l'emploi, beaucoup de gens ont un profil LinkedIn. Donc, qu'est-ce que tu dirais que sont les 5 incontournables à avoir sur son profil LinkedIn? OK. Sa marque personnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être sa mission, ça peut être ses valeurs professionnelles, ça peut être reflété par l'association que tu vas faire entre ton type de profil, entre l'image de fond. Ça peut même être l'association qui est faite avec ta photo de profil. C'est l'amalgame de tout ça qui va créer ta marque personnelle, qui n'est pas évidente à créer, hein, puis est toujours en évolution, mais il faut commencer à y penser aujourd'hui, puis la travailler au fil des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. C'est jamais un travail qui est complété. Ou statique, oui. Exact. Puis le type du profil, c'est un bon départ. Le type du profil est différent de son type d'emploi actuel. En passant, il y a une façon de modifier son type de profil pour se donner le type qu'on veut, finalement. Donc, on peut travailler sa marque de cette façon-là. Puis avec l'image de front, c'est un bon départ. Puis essayer de travailler entre l'association. La photo professionnelle, c'est le deuxième élément. Le deuxième. C'est parmi les 5 éléments les plus importants. Ça vaut la peine d'investir. 300, 400, 500 $, ça peut paraître beaucoup, mais c'est probablement là, avec le CV, puis je ne sais pas, une révision de profil LinkedIn, mais la photo professionnelle, c'est un must. C'est un investissement qui va être rentabilisé très rapidement. Les recommandations, important pour évidemment une preuve sociale. Donc, preuve sociale, on pourrait aussi dire une préqualification, un petit peu comme le témoignage dans le CV où si une personne t'a déjà recommandé par le passé, qu'elle donne son approbation en quelque sorte, c'est une preuve sociale. Puis l'autre mot pour le dire, c'est préqualification où si la personne t'a déjà choisi par le passé, bien, c'est une preuve. En fait, ça facilite la décision pour la personne qui s'apprête à te sélectionner. Donc, c'est un petit peu le même principe pour les logos dans l'entreprise, aussi dans le CV, où si tu as travaillé pour une entreprise qui est reconnue un petit peu partout au Québec, c'est une préqualification aussi. Donc, si cet employeur-là t'a déjà choisi, ça facilite la décision pour le nouvel employeur de dire « Ah, ben, il a déjà travaillé pour le Cercle du Soleil, par exemple. » Ben, c'est une bonne... c'est un bon signe que c'est un candidat de qualité puis qu'on pourrait l'avoir dans notre équipe, nous aussi. Fait que les logos dans c'est ça, de profiter d'un peu de la marque de l'employeur en question puis de sa notoriété. Oui, exactement. On peut mettre dans son profil LinkedIn des exemples de son travail, si on en a. Si on n'a pas nécessairement de portfolio, ça peut être des graphiques qui présentent des résultats qu'on a eu chez notre ancien employeur. Ça peut être des photos, etc. Donc, il y a la possibilité de l'ajouter sur LinkedIn, ce qu'on n'a pas la possibilité de faire sur un CV. C'est une belle valeur ajoutée. Parfait. Puis, comme dans tout, il y a des pièges. C'est quoi les pièges à éviter sur son profil LinkedIn? On a intérêt à ne pas écrire son profil seulement à la première personne ou à la troisième personne. Troisième personne, c'est le pire. Hein? Ça apparaît comme une bio, mais c'est pas vraiment le feeling qu'on veut donner à un profil LinkedIn. Première personne, juste au jeu, c'est pas le feeling qu'on veut donner aussi. C'est important qu'on parle un petit peu à la première personne, mais la deuxième personne, qu'on choisisse le tu ou le vous, est aussi importante que de parler de soi. Donc, si on veut donner l'impression d'un dialogue sur LinkedIn, on peut intégrer du vous, du tu, dépendant du choix qu'on fait, si on tutoie ou on voit. Puis ensuite de ça, on insère quelques jeux pour ensuite parler de soi. Mais il faut se souvenir que pour intéresser les gens à nous,
il faut premièrement les interpeller, donc tout à fait. leur parler directement. Quel autre, il n'y a pas de meilleur moyen de le faire que de les interpeller à la deuxième personne. C'est bon. Du singulier ou du pluriel. Donc, il faut s'imaginer quel est notre public cible, quel type de gens on veut rejoindre, ou quel type d'employeur on veut rejoindre. Qu'est-ce que ces employeurs-là vivent comme problème au quotidien? C'est quoi leurs enjeux d'affaires, leurs problèmes de business les plus classiques? Puis on essaie de solutionner ce problème-là ou de s'offrir soi-même comme solution potentielle aux problèmes qu'ils vivent. Encore une fois, c'est quelque chose qui est en constante évolution, qu'on peut toujours retravailler, imaginer c'est quoi son persona en langage marketing, puis intégrer ce concept marketing-là de persona à son profil LinkedIn pour parler directement à notre cible, incluant dans notre type de profil LinkedIn aussi, qui peut être à la deuxième personne. C'est bon. Prioriser la marque de son employeur, c'est notre erreur classique. On oublie sa propre marque personnelle, puis on choisit de parler de son employeur, puis c'est dommage. Je trouve qu'on peut... c'est beaucoup de temps perdu à ne pas bâtir sa propre marque au profit de son employeur. C'est bien vu de promouvoir son employeur, mais il ne faut pas s'oublier dans le processus. Autre erreur classique, c'est de s'identifier comme chercheur d'emploi. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi là-dessus, mais il faut faire attention de ne pas mettre en recherche d'une nouvelle opportunité dans son titre, de ne pas mettre la nouvelle open to... La demi-lune, que je trouve pas super belle, en plus, qui n'est pas super design. Puis, donc là, on s'étiquette comme chercheur d'emploi, puis plus on reste en recherche d'emploi longtemps, plus ça nous colle à la peau, puis on oublie encore une fois sa marque personnelle dans le processus. Un beau compromis, ça peut être d'indiquer qu'on est en recherche d'emploi dans son sommaire, ou encore mieux, d'indiquer dans la section qui est prévue à cet effet-là qu'on est à l'écoute de nouvelles opportunités. On peut garder ça confidentiel si on est toujours à l'emploi. Et puis, on continue de construire sa marque personnelle sans s'identifier comme chercheur d'emploi. À ton avis, c'est pas tant que c'est pas attrayant d'avoir cette étiquette-là, c'est plus que c'est réducteur parce qu'on n'est pas qu'un chercheur d'emploi, on est bien plus que ça. C'est ça que tu dis? On est bien plus que ça. C'est un bon point. Puis s'identifier comme chercheur d'emploi sur le long terme, c'est parce que si la recherche d'emploi dure longtemps, mais là, on va avoir de la difficulté à s'enlever l'étiquette. Puis le statut de chercheur d'emploi n'est pas super winner, là, je dois l'avouer. Donc, le statut de chercheur d'emploi n'est pas un statut super winner. On veut souvent se présenter de façon plus passive. Tout ça. Donc, chercheur d'emploi passif, donc pas nécessairement afficher sa recherche d'emploi au grand jour. On peut peut-être profiter aussi du fait qu'avec la pandémie qu'on vit en ce moment, les employeurs sont au courant que les gens qui proviennent du milieu du spectacle ou du milieu des arts sont particulièrement en recherche d'emploi. Donc, peut-être que déjà, c'est même pas nécessaire d'en rajouter à ce moment-là. C'est vrai, hein? Ouais. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Je pense que ça fait le tour. Tu nous as donné des trucs très concrets que les chercheurs peuvent appliquer dès aujourd'hui. Puis je pense que déjà, ça va les aider à se mettre de l'avant dans leur CV, dans leurs entrevues qu'on leur souhaite, puis à même leur profil LinkedIn. Donc, je te remercie beaucoup de ton temps aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.